Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Ensemble au Salon, notre émission que vous attendez certainement chaque après-midi et qui accompagne le 24e Salon du livre francophone de Beyrouth avec son lot de beaux ouvrages, de nouvelles rencontres et de nouveautés à partir du Biel. Tout beau livre doit savoir provoquer l'attente, lire c'est attendre la suite. C'est ce que dit l'écrivain Frédéric Beigbeder. Attendre la suite et découvrir ce que vous cache cette édition d'Ensemble au Salon, c'est sans doute ce que vous ressentez maintenant. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Notre première rubrique est Jeunes talents. Notre rubrique Jeunes talents inspire nos jeunes de 1 à 77 ans. Et avec nous, notre auteur jeunesse, Michel Van Zeveren. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très très bien. J'aime beaucoup les titres de vos ouvrages. Il y a toujours de l'humour dans vos ouvrages, dans les titres. Comme cet ouvrage-là qui s'appelle « Dessine-moi un petit prince ». Et là, c'est le mouton qui demande, un petit agneau qui demande à sa maman, mouton peut-être, de lui dessiner un petit prince. Et parfois, c'est le petit chaperon rouge qui demande au loup pourquoi il veut le manger. Qu'est-ce qui vous fait penser à ces idées-là? C'est les enfants. Voilà, j'ai une fille qui a des amis, des cousins, des cousines. Enfin voilà, et je vais souvent dans les classes aussi, d'ailleurs ici au Liban également. Et ça me permet de rencontrer pas mal d'enfants et d'être en contact avec eux et de capter comme ça des petites phrases qu'ils répètent souvent et que j'aime bien détourner un petit peu. J'aime bien leur mettre ça à distance pour pouvoir leur parler de choses plus larges, plus profondes en fait. C'est super. Avec quelques mots, vous arrivez à faire passer des sens plus larges, n'est-ce pas? Voilà, oui, c'est un vrai défi, hein, le livre pour enfants, de faire quelque chose de très très simple, comme ça, sans être simpliste, pouvoir aller en profondeur. C'est comme les blagues, on dit les plus courtes sont les meilleures. Voilà, Quand on écrit le plus court, la blague, c'est un art, hein, tout à fait. Il y a ceux qui la racontent bien et puis ceux qui la racontent mal. Et puis il y en a qui sont bonnes et moins bonnes. Donc, oui, en effet. Et donc, c'est votre touche pour ces ouvrages-là, donc ce petit twist que vous faites, ce jeu de mots avec des sens que vous faites passer. Et vous êtes allé à la rencontre de jeunes écoliers libanais, n'est-ce pas? Racontez-nous un peu cette expérience. Ah, c'était fantastique. Jusqu'à présent, toutes les rencontres ont été assez exceptionnelles. L'accueil extrêmement chaleureux. Qui dépasse de loin ce que je pouvais imaginer. Ils avaient vraiment préparé toutes sortes de choses, hein, que ce soit juste purement l'accueil, mais aussi les dessins, les questions qu'ils avaient étaient parfois très pertinentes, inhabituelles, et c'est ce qu'on essaye. Enfin, c'est ce qu'on espère toujours quand on rentre dans une classe, c'est de sortir, d'être surpris par les questions en fait, parce qu'à force d'en faire, finalement, on les devine les questions avant même qu'elles soient posées, mais on est toujours agréablement surpris quand il y a une question comme ça qui sort de Excellent. De ça. Merci beaucoup pour plaisir. votre passage sur notre plateau. Je sais que vous avez une signature là tout de suite. Tout Bonne fait, chance ouais. pour l'ensemble de vos ouvrages bien, et pour la suite. Merci. Au revoir. À présent, notre rubrique Silence, on tourne en partenariat avec la SGBL. Avec moi ce soir, Rania Hosri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable expérience client à la SGBL. Vous êtes présent cette année au salon avec un stand particulier sous l'enseigne cinéma, un stand très sympathique. Parlez-nous un peu des activités de ce stand. Pour cette année, pour la 24e édition du Salon du Livre et en tant que partenaire exclusif du cinéma, nous avons opté pour un stand dédié cinéma. Le stand est animé par un jeu de mémoire où les participants auront 1 minute pour deviner des titres de films autant que possible. 7 films et plus, ils gagneront des flashlights selfie pour portable ou des porte-cartes. Sympa.
En fin de chaque journée, 3 tirages au sort auront lieu et on fera gagner des billets de De cinéma. cinéma, oui, c'est Exactement, ça. et des coupons d'escompte de chez Librairie Antoine. Excellent, excellent. Donc pour tous les téléspectateurs qui nous voient, ça serait une bonne idée donc de participer à ce jeu-là. Oui, En fait, vous êtes ici donc partenaire du cinéma et vous encouragez beaucoup les jeunes, n'est-ce pas, à entrer dans ce domaine-là, à participer à la culture également à votre façon. Et la SGBL offre beaucoup de bénéfices aux jeunes, n'est-ce pas? c'est vrai. Au fait, la SGBL, en l'an 2000, elle a été pionnière en lançant le compte Jeunes, Swing, un compte épargne dédié pour les jeunes. Et puis en 2012, nous avons introduit iLive, un compte courant packagé avec des escomptes auprès de plusieurs commerçants, des services et des produits bancaires. Et puis cette année, en mars, nous avons lancé la campagne Tous les avantages pour tous les jeunes. Probablement, vous avez dû voir Oui, la oui, oui. pub. Ciblant les jeunes entre 18 et 25 ans, en ajoutant des avantages extra-bancaires et des services et des produits assez intéressants. Donc aujourd'hui, la SGBL se positionne comme partenaire des jeunes, une banque qui comprend leurs besoins variés et qui les aide à gérer plus leur quotidien, leurs dépenses au quotidien. Voilà. Et donc quels sont les avantages particuliers de ces comptes-là? Les avantages sont assez nombreux, l'offre est assez concurrentielle sur le marché libanais. Avec la carte Mastercard Titanium, ils auront beaucoup d'avantages comme par exemple, ils ont accès au salon VIP de plus que 10 aéroports, des offres de Buy One Get One Free auprès de plusieurs commerçants, des mégabytes lors de l'utilisation de leur carte. Ce que les jeunes aiment beaucoup. Exactement, des 400 litres de carburant avec chaque prêt voiture, des cartes de réduction chez Mike Sport et chez Malex, indépendamment du montant dépensé. Et également, le dernier né, c'était l'offre, l'escompte sur Zomato, le service de recherche sur restaurant. Pour restaurant, voilà. Excellent. Donc, et beaucoup plus tout à venir. Tout un package, hein? C'est Oui. vraiment un paquet d'avantages qu'ils auront. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Nous sommes très contents d'avoir participé au Salon du Livre et nous avons déjà beaucoup d'échos positifs. Nous vous invitons à passer par le stand, de se renseigner plus sur le compte iLive et de se divertir, de tenter sa chance et de gagner plusieurs lots de valeur. C'est ça, excellent. En fait, c'est ça le Salon du Livre, c'est se cultiver, se divertir, s'amuser autant que possible. Vous qui avez des enfants, Rania, le Salon du Livre, qu'est-ce que ça vous dit? C'est un rendez-vous incontournable chaque année, n'est-ce Oui, pas? exactement. Depuis qu'ils étaient tout jeunes. Depuis que nous étions tout jeunes Oui. également. Et On est on habitués. reprend la tradition, voilà. Excellent. Merci beaucoup pour Merci votre à passage vous. sur notre Merci, plateau et bonne chance. Merci. À présent, une petite pause publicitaire. Qui m'enferme dans tous ses rêves. Top. Notre face-à-face ce soir est avec Monsieur Alain Grèche, journaliste, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique et également fondateur du journal en ligne Orient 21. Bonsoir Alain Grèche, comment allez-vous? Très bien, merci. C'est un grand plaisir que de vous recevoir sur notre plateau, C'est toujours un plaisir d'être au Liban et au Salon du Livre. n'est-ce pas? Votre dernier s'intitule Un chant d'amour, Israël-Palestine, une histoire française. Bon, un chant d'amour, ma question serait plutôt, ne serait-ce pas un chant C-H-A-M-P de mine plutôt? Oui, on peut le présenter aussi comme ça. Mais le chant d'amour fait allusion à une phrase de François Hollande, notre ancien président de la République, expliquant qu'il voulait chanter un chant d'amour pour Israël et ses dirigeants. Et je mets ça en contraste, si vous voulez, avec la position traditionnelle de la France et avec la position notamment qu'avait adoptée le général de Gaulle en 1967. Justement. Ce qui est intéressant, c'est que votre ouvrage paraît en 2017. Il ne faut pas oublier que la promesse Balfour date de 1917, il y a 100 ans, et que la fameuse guerre israélo-arabe donc, date de 1967, la première. 50 ans. Oui, 50 ans. Donc ce n'est pas un hasard, 1917, 1967, 2017, c'est fait exprès que ça paraisse en 2017, votre Oui, ouvrage. c'était fait pour paraître pour le 50e anniversaire de la guerre de 67, qui a marqué la mainmise totale d'Israël sur l'ensemble de la Palestine historique et qui a marqué aussi l'émergence ou la réémergence de
revendication palestinienne nationale à partir de cette guerre. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans votre ouvrage, c'est que c'est un véritable ouvrage de référence, très objectif, mais en même temps ludique, parce qu'il y a beaucoup d'illustrations. C'est un point fort. Comment vous avez eu l'idée d'illustrer cela? Parce qu'habituellement, des ouvrages pareils, c'est juste noir sur blanc, quoi. Il n'y a pas d'image. C'est vraiment un travail en commun qu'on a fait avec la dessinatrice Hélène Aldeguer, qui a 23 ans, qui sortait d'une école et qui avait proposé de faire des illustrations pour Orient 21. Et moi, je suis un vieux lecteur de bande dessinée et je m'étais dit que ça serait intéressant d'essayer de faire un article en bande dessinée. Donc on a commencé à travailler ensemble sur un article sur la politique française et petit à petit, ça s'est transformé en un livre. Et ce qui était intéressant, c'est l'échange entre les deux. C'est-à-dire que c'est très différent de faire un livre normal. J'ai fait beaucoup de livres, j'ai écrit beaucoup de livres. Vous en avez tellement à votre Oui, actif. mais c'est pas la même chose parce qu'il y a une espèce... Il faut trouver les images qui frappent. Il faut trouver les images qui vont rester dans la tête des gens. Comme par exemple ici, on monte la une de François de juin 67 annonçant que les Arabes avaient attaqué Israël, alors que c'était évidemment le contraire. Mais c'est ça, c'est ça. Le conflit israélo-palestinien est certes le conflit qui dure depuis plus d'un demi-siècle, mais on a l'impression, avec tout ce qui se passe actuellement dans la région, vous qui êtes spécialiste dans le Moyen-Orient, qu'il est occulté. Jusqu'à quand, à votre avis? Il est occulté en partie, mais c'est une erreur de penser que finalement c'est un petit conflit. Beaucoup de gens disent, mais regardez le nombre de morts en Syrie, en Irak, etc. Moi, je pense que c'est un conflit qui est emblématique, qui est pour les peuples de la région et est une injustice fondamentale. Et puis, c'est le dernier conflit colonial. Il n'y a pas d'autre conflit colonial de ce type. Donc, je crois qu'il est encore très important. Et tant qu'il ne sera pas résolu, la non-résolution contribue à la déstabilisation de la région. Au Liban, actuellement, nous passons par une période d'incertitude avec la démission du Premier ministre Saad Hariri. On parle beaucoup de guerre froide entre Riyad et Téhéran. Que pensez-vous de cela, vous qui êtes analyste politique? C'est un peu tôt et il faut espérer. Les premières réactions qu'on voit au Liban sont des réactions de calme. Et il faut espérer qu'on va continuer comme ça. Ceci étant, il y a quand même quelque chose qui est une réaction de sidération, je dirais, où un Premier ministre annonce sa démission d'un pays étranger et on ne sait pas s'il peut revenir ou pas revenir. C'est quand même quelque chose de très troublant, même dans cette région où il se passe des choses souvent inimaginables. N'est-ce pas? Dites-moi, Alain Grèche, on parle de guerre froide entre Téhéran et Riyad. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que depuis une dizaine d'années, il y a une guerre qui est pas froide, ou bien c'est la même guerre froide qui avait opposé les Soviétiques et les Américains. C'est jamais une guerre directe, mais une guerre indirecte en Syrie, en Irak. Et c'est vrai que c'est un des éléments qui structure la région, mais qui est dangereuse parce qu'elle se transforme en une guerre idéologique, en une guerre religieuse, sunnite, chiite, et qu'elle occulte ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire, les problèmes du Liban, ce n'est pas l'affrontement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, c'est l'existence de communautés, de partis politiques différents, etc. Et il n'y a pas de solution sans accord entre ces partis. Enfin, vous le savez mieux que nous, qu'il faut effectivement un accord. Et si on a une partie qui pousse à l'affrontement, c'est très dangereux sur la situation régionale et ça peut être très dangereux pour le Liban. N'est-ce pas? Merci beaucoup Alain Grèche pour tous ces éclaircissements. Bonne chance pour votre signature, votre table ronde. On attend un autre ouvrage du même genre. C'est très joli. Et merci encore une fois. Merci à vous. À présent, nous lisons ensemble avec Koshka, auteur jeunesse, qui signe Les Animaux de l'Arche. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous dites que vous êtes impressionné. Dites-moi par quoi? Toutes ces lumières. Les lumières, le studio, vous aimez? C'est tôt, c'est super. Merci beaucoup. Donc, cet ouvrage qui s'appelle Les Animaux de l'Arche, c'est un ouvrage très particulier que j'ai beaucoup aimé, qui s'adresse certes aux jeunes, mais qui est très profond. Parlez-nous un peu de cette idée de parler de nouveau de l'Arche de Noé de manière moderne. Il me semble que dans certaines circonstances, il faut trouver des moyens d'échapper à la réalité. Il me semble aujourd'hui qu'on vit dans un monde qu'il faudrait commencer à sauver. Ici, je parle d'une guerre, mais il y a toutes sortes de guerres. Il y a des problèmes de pollution, il
il me semble que le monde entier est en train de s'effondrer et qu'il y aurait beaucoup de choses à sauver. Donc là, en fait, on se situe dans un pays en guerre. Je n'ai pas ancré au Liban. Néanmoins, il y a la rue Abdelwahab, c'est la rue où je vivais quand j'étais enfant. Donc moi, bien sûr, c'est la guerre que moi j'ai vécue. Donc au Liban, j'en ai vécu pas long, enfin 2 ans quand même. Mais il y a cette guerre. On ne sait pas depuis combien de temps elle dure. Il y a 9 personnages qui sont sous la terre et qui se demandent quand est-ce qu'ils vont sortir et s'ils sortiront un jour. Et donc en fait, l'idée, c'est qu'un jour où ça bombarde très fort et où ils ont très peur, Mademoiselle Razel, qui est une ancienne institutrice, a pour idée, pour sauver les 2 enfants qui sont là et pour sauver les rêves et des enfants et des adultes, de dire, bon voilà, maintenant, plutôt que de trembler comme des feuilles, est-ce que ça vous dirait qu'on refasse l'Arche de Noé? L'Arche de Noé. Et donc voilà, c'est Souterrain. symbolique, en fait, c'est une fable. C'est une L'idée fable. étant voilà, qu'on va sortir les animaux de journaux, on va les découper, on va les coller sur le mur et on va comme ça faire surgir la création, Très remettre joli. la lune et les étoiles qu'on ne voit plus sous la terre. Et puis finalement, l'air de rien. Enfin, moi, je pense que le rêve sauve la vie et que ça marche. Très joli ce que vous dites, vraiment. Ouais. Koshka, c'est que votre prénom est libanais. Vous êtes donc Non. à moitié libanaise, à moitié française, Je n'est-ce pas? suis- Vous êtes née à Beyrouth. Je suis née à Beyrouth, je suis libanaise depuis 2 jours. Je suis libanaise et je suis française. Maman est libanaise, papa est français. Et je suis née ici, j'ai vécu 12 ans au Liban. Et pourquoi Koshka? Pourquoi Koshka? Koshka, c'est russe. Je n'ai rien de russe, sauf qu'au moment où je cherchais un nom, parce que je ne voulais pas signer sous mon nom, parce qu'il me semble qu'en tant qu'auteur, je suis plus la fille de mes enfants que la fille de mes parents. J'écris beaucoup grâce à mes enfants et particulièrement parce que je ne sais pas si je peux dire, j'ai eu la chance, c'est ce que je pense profondément, mais j'ai eu la chance de mettre au monde un enfant différent, qui est un enfant autiste et qui a une façon de penser extrêmement intéressante. Et je pense que c'est lui qui m'a poussée dans l'écriture. C'est joli. Donc, je suis en tant que personne la fille de mes parents, mais en tant qu'auteur, je ne me sens pas tout à fait leur fille, même si bien sûr, ils m'ont élevée, donc je suis quand même issue d'eux et je pense que je suis comme je suis un peu grâce à eux. C'est très Mais, joli, c'est très joli ce que vous dites, vraiment. C'est de très beaux messages que vous faites passer. Bonne chance pour la suite, et pour votre signature également. Et à très bientôt, j'espère. Merci, Koshka. Je vous remercie. C'est qu'ils confondent les chiens et les loups. Ils font des pièges où ils tomberont un jour. Ils se protègent. À présent, nous allons faire un voyage particulier avec Leila Slimani, écrivaine et lauréate du prix Goncourt 2016. Bonsoir Leila Slimani. Bonsoir, Quel plaisir que de vous accueillir sur le plateau d'Ensemble au Salon. mais quel plaisir d'être à Beyrouth, au Liban. Je suis très heureuse d'être là. Et félicitations pour le prix Merci beaucoup. Goncourt Merci. 2016. Merci. Donc c'est une super belle expérience. Ça fait quoi que de remporter un Goncourt? Oh, bah, c'est complètement incroyable. Ça fait 1 an et j'ai pas encore l'impression véritablement de m'en être rendu compte. Ça agrandit tout, ça rend tout plus grand, plus beau. On rencontre beaucoup de lecteurs, on fait beaucoup de voyages, on a des occasions extraordinaires de rencontres. Donc c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et en parlant de voyage, cette fois, on va faire un voyage avec vous au Maroc et de manière différente. Vous parlez dans cet ouvrage-là d'un sujet tabou. Parlez-nous-en. Pourquoi avoir choisi de parler de ce sujet en particulier? Mais au Maroc, comme dans un certain nombre de pays arabes, il y a une certaine hypocrisie qui pèse autour des questions de la sexualité. Et au Maroc en particulier, il y a des articles de loi qui interdisent les relations sexuelles hors mariage, qui interdisent l'adultère, qui est puni de prison, qui interdisent l'homosexualité, puni de prison aussi. Et j'ai toujours été à la fois révoltée, choquée et inquiète de la perpétuation de ces lois. Et j'ai vu qu'au Maroc, il y avait un certain nombre d'affaires, de scandales qui n'arrêtaient pas d'éclater. Il y a eu l'affaire Much Loved autour du film de Nabil Ayouch sur la prostitution. Ensuite, il y a eu des affaires d'homosexuels lynchés dans la rue, des affaires de jeunes filles qui portaient des jupes trop courtes et qui ont été agressées par la foule. Et je me suis dit, j'ai envie d'aller parler de ça avec les gens et j'ai envie d'entendre ce que les femmes ont à me raconter sur leur sexualité et la façon dont elles vivent ces interdits. Et là, le virus journalistique vous a repris, n'est-ce pas? Parce qu'à la base, vous êtes journaliste de formation. C'est une sorte d'enquête qu'on lit dans cet ouvrage-là. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être finalement la porte-parole de Soraya, Nour, Fatih, Jamila, Malika, d'être quelque part leur tribune? Je me suis sentie vraiment investie d'une mission très importante. Je voulais être à la hauteur. Je voulais essayer véritablement de raconter
la complexité de la société marocaine, de ne pas être dans la caricature, de ne pas dire il n'y a que du mauvais ou que du bon comme certains le font parfois. Je voulais véritablement essayer de montrer à quel point on est dans une société qui est en transition, avec à la fois un grand appétit de modernité, avec des femmes qui ont très envie d'être libres, de s'émanciper, et en même temps une difficulté à s'extraire de la tradition, de la société patriarcale et des rapports complexes et parfois extrêmement violents entre les sexes. Bon, justement, vous dites, malgré les avancées législatives, l'évolution de la société, le corps de la femme reste contraint par le groupe. La femme est la garante de l'honneur familial et pire encore de l'identité nationale. Bon, à votre avis, quelles pourraient être les solutions d'une telle situation? Je crois que d'abord, briser le silence, c'est extrêmement important. On le voit même aujourd'hui dans le monde entier. On le voit avec l'affaire Weinstein à Hollywood. Finalement, quand les femmes gardent le silence, quand les femmes, elles se disent « je ne peux pas le dire parce que c'est honteux, parce que je vais déshonorer ma famille ou me déshonorer moi-même », le fait qu'elles acceptent ce silence-là fait que se perpétue la domination de la société patriarcale. Donc je pense que déjà briser le silence, c'est refuser cette domination, c'est refuser cette soumission et c'est dire je ne suis pas un objet, je suis un sujet et j'ai le droit moi aussi de raconter mon histoire et de demander à ce que mes droits soient respectés. Et puis je pense qu'évidemment il faut faire un énorme travail d'éducation de nos enfants et des générations à venir et essayer de défendre auprès d'eux la mixité, le respect du corps de la femme, dire que la femme elle a autant sa place dans l'espace public que l'homme, qu'un petit garçon il n'a pas besoin de pincer les fesses des filles ou de faire le bagarreur pour être viril et qu'une jeune fille elle n'a pas à raser les murs et à être discrète juste parce qu'elle est une fille. Donc il faut peut-être détourner ou déconstruire en tout cas tous ces clichés, toute cette façon de voir le monde. Et vous ne mâchez pas vos mots, hein, vous n'êtes pas du tout complaisante dans votre style. Vous utilisez vos mots pour dénoncer les mots MAUX donc d'une telle société. Vous pensez que dans le proche avenir, la situation pourrait changer? Vous voyez un peu donc des lueurs d'espoir à ce niveau-là? Moi, je suis quand même optimiste parce que je crois que les Marocains, comme d'ailleurs une grande partie de l'humanité, ils ont envie, comme tout le monde, d'être heureux. Ils ont envie que leurs enfants soient heureux. Ils ont envie de vivre l'amour, de vivre la tendresse. Et je pense qu'ils sont fatigués aussi d'une certaine hypocrisie, d'un certain mensonge, de la langue de bois. Et quand j'ai regardé, par exemple, la réaction des jeunes à mon livre et à la bande dessinée qui a été adaptée du livre, beaucoup disaient « Oui, nous, c'est vrai, ça nous fatigue. On en a marre d'aller sur une terrasse prendre un jus d'orange avec notre copine. » et que le serveur nous fasse la morale ou nous parle comme s'il était un policier. Donc les jeunes, je pense, sont porteurs en tout cas de cette soif de liberté, mais il faut y répondre rapidement parce que sinon il y a le risque qu'ils se replient sur eux-mêmes et que cette frustration génère une forme de violence. Une phrase m'a interpellée dans votre ouvrage, Leila Slimani. Vous dites « Au Maroc, quand on vous montre votre reflet, vous cassez le miroir ». C'est fort ça. C'est un refus de la réalité que vivent d'après vous d'autres pays arabes? Je crois que oui, je crois qu'il y a un refus de se regarder en face. D'abord parce qu'on a un rapport très très complexe, très compliqué avec l'Occident et qu'on est toujours dans cette comparaison avec le modèle occidental qui à la fois nous attire mais en même temps qui est un modèle un peu repoussoir. Donc l'idée de montrer ses faiblesses, c'est d'abord de les montrer à ce monde occidental vis-à-vis duquel on a ces relations difficiles et puis regarder finalement concrètement ces problèmes, c'est se rendre compte que finalement nos sociétés, elles ne sont pas ce que l'on voudrait qu'elles soient. Il n'y a pas que de la pudeur, de la vertu, de l'honneur, de la piété, que nous sommes comme tous les êtres humains, des êtres faillibles, que parfois on se trompe, qu'on a des pulsions, qu'on a du désir. Et je pense que c'est important de reconnaître ça parce que ça laisse une brèche aussi pour nos sociétés pour valoriser d'autres valeurs que celles qui sont valorisées aujourd'hui. Il faut valoriser à mon avis aujourd'hui le plaisir, le bonheur. Quelle société arabe aujourd'hui a le bonheur pour but? Il n'y en a pas beaucoup et je pense que c'est le bonheur qui doit devenir notre but. C'est joli. Il y a certains pays comme le Bhoutan, si je ne me trompe pas, ils parlent de produits... oui, c'est ça, le bonheur brut ou quelque chose comme ça. Ouais, tout à fait. Leila Slimani, vous dites également « Nous ne sommes pas notre culture, mais notre culture est ce que nous en faisons ». C'est une phrase que j'ai beaucoup aimée. Reste à appliquer cette phrase-là, n'est-ce pas? C'est ça la difficulté. Alors je ne sais pas comment c'est au Liban, mais en tout cas au Maroc, à chaque fois on vous dit en tant que Marocaine, en tant que femme marocaine, tu ne peux pas faire ci ou tu ne dois pas être ça. Et moi je dis que non, il faut arrêter de vivre dans ces injonctions, que la femme marocaine elle s'invente tous les jours on invente ce que c'est la femme marocaine. Je ne suis pas obligée de vivre selon des codes qui m'ont été transmis par des générations et des générations avant. Donc je pense qu'il faut vraiment valoriser aussi l'invention de soi-même. Et on est des sociétés où on ne s'invente pas assez soi-même. On doit être comme son père, comme son frère, comme sa sœur. Non, on peut être différent. Justement. Et dites-moi, en fait, le fait d'avoir remporté le prix Goncourt,
C'est un défi, n'est-ce pas, de réécrire après d'autres romans. On a peur de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on est à la hauteur du roman qui a remporté le prix? Vous préparez maintenant un nouveau roman, n'est-ce pas? Est-ce que c'est différent? Vous travaillez différemment en l'écrivant cette fois-ci? C'est différent dans la mesure où j'ai beaucoup moins de temps. Le problème, c'est pas que j'ai peur, c'est que j'ai pas de temps. Mais donc du coup, j'y pense tout le temps et tous les moments que je trouve pour écrire sont des moments du coup presque de luxe, des moments que je chéris, que je vole à toutes mes autres activités. Donc j'ai beaucoup de plaisir, au contraire, à retrouver l'écriture. C'est très agréable. Surtout que vous êtes jeune maman, vous avez 2 Tout à enfants, fait. le dernier a 6 mois, Ouais, n'est-ce pas? exactement. Et avec ça, vous avez le temps d'écrire. C'est ça aussi la femme moderne. Hein? C'est ça, c'est une femme qui dort pas beaucoup, voilà, et qui essaye de faire le plus de choses possible et de ne pas se sentir trop coupable de faire toutes ces choses parce qu'on nous a toujours enseigné qu'on est indispensable à la maison, au foyer, à nos enfants. Mais il faut pouvoir expliquer à nos enfants que nous sommes aussi des êtres humains et qu'on a besoin de vivre parfois sans eux, même si on les adore. Et vu que c'est la première fois que vous visitez le Liban, qu'est-ce que vous en pensez? Le salon, la francophonie? Écoutez, moi je viens juste d'arriver, donc je n'ai pas encore vu énormément de choses, mais on me disait que c'est le 3e salon francophone Oui, à du travers le monde. Moi, ce monde. que je trouve merveilleux, et j'ai beaucoup d'amis libanais à Paris, d'abord, il y a des Libanais partout dans le monde. C'est ça. C'est un peu comme les Marocains. Les Marocains aussi, vous en trouverez dans n'importe quel pays, vous trouverez toujours au moins un Marocain. Et j'aime, moi, dans la façon de parler des Libanais, qu'ils mélangent l'arabe, l'anglais, le français. Je suis pas du tout puriste ou snob avec la langue. Moi, je trouve ça très beau qu'on mélange les langues parce que ça veut dire qu'on est ouvert, ça veut dire qu'on peut partager, ça veut dire qu'on a subi plein d'influences extérieures et ça me plaît beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, Merci Leila à Slimani, vous, pour merci. votre super passage sur notre plateau. Bonne chance pour la suite. Merci, c'est On très attend gentil. votre nouveau roman. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant à dire également, c'est qu'il y a une rencontre qui est programmée avec vous à 19h30 à la salle Samir Frangier, puis une signature à 20h30 chez Antoine. Voilà, C'est tout à ça, fait. donc c'est un emploi de temps assez chargé. Voilà. Vous serez là également demain pour un prix dont on va parler. Oui, en fait, pour le Goncourt de Lorient, tout à fait. Justement, ça Ouais, vous ouais. fait quoi d'être là à cette remise de Moi, prix? je trouve que cette idée de faire des concours en dehors de la France, en dehors du petit cercle parisien, c'est une excellente idée et ça montre à quel point, notamment dans le milieu universitaire, les jeunes étudiants dans le monde entier ont envie de lire de la littérature et en plus de la littérature française. Donc pour nous, c'est merveilleux pour les écrivains français. Et pour clôturer, si on a encore, puisqu'on a encore quelques minutes, pour vous, ça serait quoi le fait de lire? Pour moi, le fait de lire, c'est d'abord le fait de gagner de la liberté. Parce que je pense que quand on lit un livre, on s'échappe de sa condition, on s'échappe de là où on vit, de sa religion, de tout. On peut devenir n'importe qui. Quand on lit, on peut être Anna Karénine et demain, on peut être un fermier argentin dans la Pampa et puis un riche banquier de Wall Street. On peut endosser tous les personnages, voyager dans le monde entier, dans toutes les époques et se rendre compte finalement que malgré les époques, malgré les frontières, on partage au fond de notre âme des sentiments communs avec toute l'humanité. Et voilà. Et ça, je trouve que cette universalité de la littérature, elle est extraordinaire. Et votre auteur préféré à vous, c'est qui? Alors, il y en a énormément, mais moi, c'est vrai que j'ai une prédilection pour les auteurs russes. Donc j'aime beaucoup Tchekhov, Tolstoï ou Dostoïevski, qui sont les auteurs qui m'ont vraiment le plus marqué, le plus bouleversé. Que vous lisez en français, je présume. Que je lis en français, malheureusement. Oui, j'adorerais pouvoir les lire en russe, mais non. Il n'est jamais trop tard. Oui, il va falloir trouver le temps pour apprendre le russe. En plus de tout ça, ça va être un peu compliqué. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne Merci. chance pour la suite. Au revoir. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'Ensemble au Salon prend fin pour ce soir. Beaucoup de rencontres intéressantes ont lieu ce soir au Biel, ne les ratez pas. Les signatures dont on vient de parler. Et puis le grand poète libanais Salah Steiti a fait une lecture de ses poèmes inédits, également à 19h30. Et au même moment à l'Agora, une rencontre avec de grands noms de la traduction va se dérouler. D'autres débats également à ne pas rater. Voilà, on se retrouve nous demain à 18h. Restez au rendez-vous.